Ce soir, nous recevons Thierno Alassane Sall, opposant sénégalais, membre du parti République des Valeurs de la coalition Sénégal-Kessé, ancien candidat à la présidentielle de 2024. Il est considéré comme étant l'un des opposants les plus coriaces au Premier ministre Ousmane Sonko. Bonsoir Thierno Alassane Sall, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je le disais, vous faisiez partie des opposants à l'ancien président Macky Sall, après avoir été ministre dans son gouvernement. Aujourd'hui, vous vous opposez à Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi avoir choisi de rester dans l'opposition après l'arrivée au pouvoir du PASTEF? Parce qu'avec PASTEF, nous avons en réalité de commun que l'opposition à Macky Sall. Mais nous avions des programmes radicalement différents. Nous avions surtout des inspirations et je crois des visions politiques et une morale politique, des éthiques politiques assez différentes. Et d'ailleurs, vous faites un lapsus qui est assez révélateur. Vous dites la première fois opposition à Ousmane Sonko. Parce que justement, PASTEF, c'est non pas un projet porté pour le Sénégal, mais un projet pour porter une individualité au pouvoir, en prêtant à cette individualité des talents de démiurge, alors qu'à l'épreuve de la réalité, aujourd'hui, on se rend bien compte que la situation est beaucoup plus complexe et que ces personnes ont un problème de compétence et un problème de conception du gouvernement, du pouvoir. Alors, on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps parce que vous aviez incarné un petit peu votre opposition à cette loi d'amnistie des crimes et délits des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Début avril, le PASTEF, donc le parti au pouvoir, a voté une loi d'interprétation de cette amnistie qui a été rejetée il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Vous étiez contre cette interprétation. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agissait pas d'une interprétation comme le juge constitutionnel en a décidé d'ailleurs. Il s'agissait d'une modification fondamentale de la loi d'amnistie de 2024. Deuxièmement, il s'agissait d'introduire dans cette loi dite interprétative des dispositions qui allaient aboutir à une justice à deux vitesses. C'est-à-dire que les véritables responsables de la suite des émeutes, Ousmane Sonko en tête, et certains des responsables de PASTEF qui avaient ouvertement appelé à la rébellion, qui avaient ouvertement appelé à chasser Macky Sall du pouvoir, ce qui avait provoqué les émeutes qui s'en sont suivies, seraient intacts parce qu'ils allèguent d'un droit naturel à défendre leur liberté en s'appuyant sur la Constitution, et tous les autres qui n'auraient pas de motivations politiques et qui pourraient répondre de leurs crimes. Voilà tout ce qui nous sépare d'ailleurs de PASTEF. C'est-à-dire qu'une conception de la démocratie qui est centrée non pas sur les intérêts du peuple sénégalais, de la vérité, de l'état de droit, mais une conception très autoritaire de l'État et de la République. Alors, on va parler d'un autre sujet d'actualité au Sénégal, dont on parle depuis déjà plusieurs mois, le rapport accablant de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques du Sénégal. Il a conduit à la suspension des programmes d'aide du FMI. Ce rapport accablant, le pouvoir en place justifie les difficultés justement économiques du Sénégal par ce rapport accablant de cette dette colossale qui a été cachée. Mais tous les opposants savaient que la situation économique du Sénégal était difficile, à tout le moins, et avaient proposé des programmes alternatifs de redressement du pays. Bien. Quand l'équipe Diomaye Sonko est arrivée au pouvoir, la première chose qu'ils ont faite, c'est de crier Urbi et Orbi que la situation est grave. Et le rapport de la Cour des comptes est venu conforter leurs allégations. Donc, ce qu'on attendait, c'est deux choses. D'abord, une fois que le constat qu'il y a des malversations qui ont pu être faites ou en tout cas des choses qui ont pu être cachées, comment ça a pu arriver dans une administration où le ministre ne peut pas s'enfermer dans son bureau et changer l'ensemble des données macroéconomiques et économétriques du Sénégal. Donc, il y a forcément des complicités à beaucoup d'autres niveaux. Il n'y a pas d'enquête en cours ? Il n'y a pas encore d'enquête et il eût été intéressant, et c'est là où il y aurait eu une vraie rupture, que l'Assemblée nationale puisse se prononcer sur le sujet. Ça, on l'attend, on ne le voit pas. Mais pour rassurer les investisseurs sénégalais et les investisseurs étrangers, il eût été important de dire quelles sont les mesures qu'on va prendre pour que plus jamais ça se produise. Et deuxièmement, puisque la situation économique est aussi grave, c'est de dire quelles sont les mesures de redressement, quelle est la voie qu'il propose. Or,
il n'aura échappé aux observateurs du Sénégal que le 21 février, il s'est présenté à l'Assemblée nationale pour présenter le rapport devant les députés. Mais depuis lors, 2 mois après, aucun début de solution. C'est comme si un malade se présente aux urgences, tout le monde est d'accord que son cas est urgent et que l'équipe s'affaire à regarder un match de foot ou comme c'est le cas au Sénégal, à faire la chasse et à focaliser l'opinion sur la chasse aux opposants qui seraient mêlés dans des histoires de détournement d'argent et à la chasse des opposants qui s'expriment sur les radios et les télés, la liberté d'expression. Comment vous jugez la situation économique aujourd'hui? Le gouvernement se félicite tout de même, malgré ses difficultés, d'avoir fait baisser le prix des denrées alimentaires, comme l'huile, le riz, etc. Et le FMI, d'ailleurs, projette la croissance du Sénégal à 8,4% en 2025, un record sur le continent. Les perspectives sont-elles bonnes ou est-ce un bilan qui est encore mitigé? J'ai dit tout à l'heure, et je confirme que le gouvernement actuel a participé à aggraver une situation qu'ils avaient trouvée déjà difficile. Depuis 1 an, ils n'ont fixé aucun cap, ils n'ont pris aucune mesure nouvelle, ils n'ont donné aucune orientation susceptible d'indiquer où est-ce qu'ils veulent mener le Sénégal. Ça, c'est preuve d'incompétence. C'est-à-dire que tout le débat tourne autour d'autres sujets, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui concerne les prix, je donne un seul exemple. Le Sénégal, pays producteur de pétrole et de gaz, les prix des produits pétroliers à la pompe coûtent plus cher qu'au Mali, pays enclavé en guerre. Comment pouvez-vous expliquer? Et de plus de 150 francs CFA. Le pétrole du Mali, les produits pétroliers du Mali, passent par le port de Dakar pour aller à Bamako, avec une noria de camions pour transporter. Et les prix du produit pétrolier à la pompe coûtent plus cher au Sénégal qu'au Mali, avec une différence substantielle. Pour ce qui concerne la croissance économique, elle sera essentiellement portée par l'exploitation des hydrocarbures qui va tirer un certain nombre d'entreprises vers le haut, d'entreprises du secteur privé. Mais si on soustrait ce qui viendrait du secteur pétrolier, ce serait une croissance autour de 4%. Merci.